Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. C'est l'une des grosses tendances d'après-confinement. Le sport sur mesure est devenu très prisé, des cours en ligne, aux applications jusqu'au coaching personnalisé. Les offres se sont multipliées, vous le verrez, et ce sera notre thème du jour. Mais avant, on part retrouver Evan. Salut Evan, tu es à Saint-Malo ce matin. Quel est ton programme ? Oh là là, mais moi j'ai croyé que c'était une émission pas du tout sur le sport, parce qu'aujourd'hui on parle de gastronomie bretonne. Je te reconnais bien là, très gourmand, mais sujets. pas très sportif. Hein. Exactement, alors aujourd'hui je vous emmène découvrir l'atelier de la crêpe sur le port de commerce à Saint-Malo. C'est une école internationale qui forme les futurs crêpiers. C'est assez insolite et Bertrand, vous êtes le créateur de cette école en 2018. Bonjour à vous. Mais bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre école. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre passion pour la crêpe parce que vous êtes un grand passionné? Oui, alors moi, effectivement, j'ai ouvert ma première crêperie il y a déjà 25 ans à Tokyo. Donc c'est la raison pour laquelle j'associe vraiment les expériences Brest Café à notre école. J'ai ouvert une quinzaine de crêperies à Tokyo, actuellement 6 crêperies à Paris, Cancale et Saint-Malo. Donc c'est important aujourd'hui de valoriser le métier. Ces crêperies, ce sont les Brest Café que vous appelez? Ce sont les Brest Café, voilà. Et je pense que c'est important, on a vraiment envie de valoriser ce métier. C'est de l'artisanat. Et pour moi, voilà, il faut donner du sens. On a bien sûr, on parle circuit court, on parle sarrasin bio breton, quart de cidre, produits frais. Et je pense que voilà, je suis très inquiet pour l'avenir, donc pour moi c'était vraiment très important d'investir dans cette école. Et de justement transmettre le savoir-faire breton, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, c'est du patrimoine breton, la culture sarrasin, le métier de crêpier, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui on manque de plus en plus de gens qualifiés, donc il faut s'inquiéter aujourd'hui pour justement former des futurs artisans crêpiers. Alors justement, les étudiants qui viennent à cet atelier de la crêpe, ils viennent d'où? Alors on a majoritairement des gens qui ne sont pas bretons, hein, ils viennent principalement de toutes les régions de France, de Paris. En ce moment on a une personne qui vient d'Annecy, de Lyon, beaucoup de Paris et même de Martinique. Et on a eu déjà beaucoup d'élèves avant la Covid qui venaient d'autres pays étrangers, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne. Voilà. Et alors c'est des formations qui durent combien de temps? Alors c'est un CQP qui dure 6 semaines. Hein. D'accord, et il y a tout un programme avec... Est-ce qu'il y a des stages aussi? Alors, il y a un stage effectivement obligatoire pendant 2 semaines chez un patron crêpier. Alors justement, on va aller voir Alexandre, le formateur. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bertrand, non pas Bertrand, Alexandre, le formateur, salut. Salut. Alors qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a différentes choses qui sont en place. On a donc le restaurant d'application ce midi. Donc on a des stages. Super bon plan, le restaurant d'application pour manger des super bonnes crêpes pas chères. On en reparlera à la fin de l'émission. Donc ce matin, on a les stagiaires qui vont être en situation ce midi qui s'entraînent sur 2 B-League. Ils sont en 3e semaine. Donc ici, on a Anatole et Cécile qui s'entraînent pour les galettes. Et en face, on a André et Gérald qui, eux, seront aux crêpes ce midi. Et puis, Anatole, le monde entier te regarde faire une crêpe en triangle. Il y arrive bien là? elles sont belles, elles commencent à être bien. Ouais. Parce que c'est un sacré coup de main, n'empêche. Ça demande beaucoup de pratique, hein, beaucoup d'entraînement. Et c'est l'essentiel de la formation, c'est connaître le tour de main, la réaction des pâtes sur la B-League. Donc là, en 3e semaine, on commence à avoir des belles galettes et des belles crêpes régulières, comme on voit. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de formateur? Ce qui me plaît le plus, c'est de transmettre ce qui, moi, déjà me passionne. La crêperie, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis, c'est de rencontrer des gens qui viennent de divers milieux, qui ont envie de faire des reconversions. Donc, des gens qui sont en fait très motivés sur des projets. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai révisé le cours de galettes saucisses, mais si j'ai bien compris, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, non, ça va pas être galette saucisse aujourd'hui. Non, c'est la tuile. Ce qu'on prépare ce matin, c'est une crème citron pour la crêpe de saison. Et puis là, on a des rillettes de sardines en galette saisonnière. Ah bah ça me plaît, ça me va très bien aussi. Crème de citron et sardines. Anne Fantet, je t'ai préparé une petite crêpe pour tout à l'heure. J'aimerais bien te voir au fourneau, effectivement. On va négocier, mais c'est un métier quand même. Hein. Allez, à tout à l'heure. Je vous le disais tout à l'heure, ce matin, on va s'intéresser à l'essor du sport sur mesure. Avec le Covid-19, beaucoup privilégient de plus en plus une pratique individuelle du sport. Regardons d'abord les tendances qui se dessinent. Tu continues le sport, toi? Oui, mais fini la salle. Je fais ça toute seule avec une appli. Pendant le confinement du printemps dernier, un quart des Français, habitués à pratiquer une activité sportive, s'est mis au cours en ligne à domicile. Pour 15% d'entre eux, il s'agissait d'une nouveauté. En cas d'épidémie, pas de risque de contamination. Ce phénomène de dématérialisation des cours collectifs
a davantage séduit les femmes, 35% contre 15% chez les hommes. Les moins de 35 ans, 45% contre seulement 6% chez les 65 ans et plus, et les habitants des logements avec une surface inférieure à 50 mètres carrés. Fitness, musculation ou yoga, les applications permettent de suivre des cours de sport personnalisés et adaptés à ses besoins. Vous choisissez le niveau et la durée du cours et un coach virtuel vous explique comment bien réaliser les exercices. Et en extérieur, on n'oublie pas non plus les applis pour jogging ou vélo, aux multiples fonctionnalités qui vont du calcul de vos performances au décompte des calories brûlées. De quoi booster votre motivation. Et une motivation qui reste visiblement intacte depuis le déconfinement. Merci à tous nos invités d'être avec nous ce matin. Bonjour Thierry Marquer, vous êtes le PDG de l'Orange Bleu, numéro 1 en France du fitness et du sport en salle. Alors l'épidémie repart de plus belle, les salles de sport sont à nouveau obligées de baisser le rideau. C'est un nouveau coup dur pour le secteur? Oui, c'est un coup très dur pour le secteur. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment incompréhensible de notre part, puisqu'on a vécu 3 mois de confinement dans notre activité, donc déjà un confinement un peu plus long que beaucoup d'activités. On a mis en place des protocoles sanitaires très stricts, validés par les organismes sanitaires. Et aujourd'hui, les résultats sont là puisqu'on n'a aucun cluster. Ce n'est pas un lieu de contamination. Un centre de fitness n'est pas un lieu de contamination. Toutes les études le démontrent. Et donc, on a même les organismes de l'État tels que le département de la cohésion sociale qui passent dans nos centres pour vérifier que tous les protocoles sont bien appliqués. On a les félicitations de ces différents organismes. Et puis voilà, la semaine dernière, on écoute la télé, on apprend que les clubs doivent fermer. Et justement, depuis vendredi, comment vous tentez de vous réorganiser? Mais en fait, on remet en place ce que nous avions mis en place lors du premier confinement, à savoir, on a créé une plateforme qui fonctionne depuis le premier confinement, plateforme digitale pour maintenir le lien avec nos adhérents, puisque à un moment donné, l'adhérent ne peut plus venir chez nous, c'est à nous d'aller chez lui, et donc cette plateforme digitale prend tout son sens. Justement, on va en parler tout à l'heure. Anthony Furet, vous êtes coach sportif sur mesure, mais vous travaillez aussi à mi-temps dans une salle. Vous devez aussi vous réorganiser constamment depuis mars. Totalement, je suis totalement d'accord avec ce que dit Thierry Marquer. Pour vous, c'est incompréhensible aussi ces fermetures de salles? C'est incompréhensible. On a tout mis en place également, tous les protocoles, nettoyer les appareils avant, après utilisation, le port du masque, quand on se promène dans la salle, les gels hydroalcooliques. On n'a rien inventé, mais on a mis le protocole en place. On a beaucoup d'adhérents, zéro problème, incompréhensible pour nous. Et les adhérents aussi ne comprennent pas de leur côté pas du également? tout. Non, on a été, dès qu'on a appris la nouvelle, effectivement, par la télé ou les médias, j'ai reçu même des textos d'adhérents me disant qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. En tout cas, vous ne vous laissez pas faire, vous essayez de mettre des choses en place pour vous adapter. Et d'ailleurs, vous n'avez pas attendu le Covid. J'aimerais qu'on écoute ce témoignage de Jeff. Avec le confinement, que le sport à la maison, c'était assez sympathique puisque j'avais ma famille à côté de moi, j'étais un petit peu dans ma bulle, je pouvais mettre ma musique un peu plus forte. En fait, je gagnais un petit côté pratique que j'avais pas en salle de sport. À travers le confinement, ça a été l'occasion du coup de développer mes connaissances en fait en termes d'entraînement sportif, de voir ce qui se faisait un petit peu plus qu'en salle, et ça m'a donné aussi l'opportunité de faire du sport à l'ancienne, on va dire, avec des pompes, des abdos, etc. Alors Jeff parle du sport à l'ancienne. C'est l'un des premiers enseignements à tirer du Covid, c'est que finalement on revient au basique, au sport sans équipement. Anthony Ferret? Tout à fait, complètement. Ce qu'on appelle le travail avec le poids du corps. On revient sur les basiques. Après, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais justement là on parle de visio, de sites. C'est très bien parce qu'on se réadapte par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est très bien pour des gens qui sont déjà sportifs, qui savent comment se placer, qui savent à quel moment il va falloir gagner ses abdominaux, à quel moment il va falloir bien se placer. On n'a pas toujours son propre schéma corporel en tête. Et c'est aussi les limites du travail, c'est-à-dire que j'ai entendu parler lors du reportage précédent de preuves virtuelles. On n'est plus tellement sur le rapport humain là et comment nous on peut corriger certaines positions. Je connais des adhérents qui se sont fait mal, qui ont eu des courbatures parce qu'ils ont testé des nouvelles activités, même en étant sportifs. Tiens, ça demande parfois comme une expertise, c'est ça que vous dites en fait. Mais tout à fait, je fais du travail à haute intensité. Si on n'est pas habitué, on se fait mal un peu partout et on est dégoûté. Donc ça a aussi ses limites. Justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait appel de plus en plus à des coachs sportifs. Est-ce que vous avez constaté un boom depuis le confinement? Est-ce qu'on fait beaucoup plus appel à vous par exemple? Alors personnellement, oui. Je me suis mis récemment dans l'activité
pour toutes ces raisons-là, le manque de rapport humain me manquait un petit peu. J'ai voulu revenir aux bases, vous parlez des bases, et c'est totalement de ça dont il s'agit. Et effectivement, il y a eu un petit boom, et en plus, parce que les salles ferment, donc il y a des gens qui ont envie de continuer avec des conseils. Et pour le coaching individuel, le sport sur mesure, comme vous dites, il y a un boom, vraiment. En tout cas, il y en a aussi qui cherchent la motivation. Il y a le boom des applications, on en parlait. Romain Boyon, vous êtes le cofondateur de Practice. L'idée, pour vous, c'est de faciliter, pas les rencontres amoureuses, mais les rencontres sportives. De quel constat êtes-vous parti ? Oui, alors en fait, notre constat aujourd'hui, c'est que à peu près seulement la moitié des Français pratiquent une activité physique régulière, ce qui est encore trop peu. Et la majorité d'entre eux, en fait, le fait en autonomie, et c'est en plus accentué avec le Covid. Et nous, on part du constat que le sport, c'est quand même mieux à plusieurs. Donc on essaye un peu de lever les barrières autour de la pratique sportive à plusieurs en proposant une application qui s'adresse à tous et qui permette aux utilisateurs de proposer des activités, de rejoindre celles des autres. Et l'application recommande aussi beaucoup d'activités autour de soi partout en France. L'idée, c'est de motiver aussi ceux qui hésitent à se lancer. C'est aussi ça le credo ? Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte aujourd'hui, il y a beaucoup de barrières dans le sport. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer en club, parce qu'ils débutent dans une activité, par exemple, ou qui ne savent pas vraiment quel sport ils veulent pratiquer. Donc nous, dans Practice, on se place un peu au-delà de tous les aspects de compétition et de performance pour proposer vraiment du sport pour tous, avec un catalogue de plus de 150 sports. Donc il y a forcément un sport qui va vous plaire dans Practice. Et justement, quelles sont les disciplines qui tirent leur épingle du jeu, Thierry Marquardt, depuis le Covid-19 ? Est-ce qu'on constate des tendances, des évolutions ? L'évolution, c'est l'approche globale du fitness. En fait, le confinement a accéléré un petit peu le rapport au fitness. J'ai tendance à dire qu'en 3 mois de confinement, eh bien, ça s'est accéléré. On a fait 10 ans. C'est-à-dire que faire du sport à la maison avant le confinement, très peu de Français le voyaient comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, ça y est, on est rentré chez les gens. Et les gens ne comprendraient pas qu'ils ne puissent pas accéder à une activité sportive derrière un écran de télé ou un ordinateur. Donc, moi, je vois ça très positivement dans le sens où je pense que ça stimule un marché qui n'est encore absolument pas mature. Et il y a des vraies passerelles entre cette offre digitale et l'offre physique auquel je crois, et je partage ce que disait Anthony, où moi je pense que le sport aussi est un moment de convivialité, un moment où il doit y avoir du lien social. Et donc tout ça, je pense que l'un sert l'autre, en définitive. Anthony Ferret, des disciplines qui tirent leur épingle du jeu qu'on ne voyait pas. Par exemple, moi je pense au Pilates. J'ai l'impression que le Pilates repart en force. Le Pilates repart en force, et il y a aussi tout ce je vous en ai parlé tout à l'heure, de tout ce qui est travail de haute intensité. Qu'est-ce que vous appelez travail de haute ? Le travail, Thierry connaît les termes, là, le HIIT, c'est de l'anglais, High Intensity Interval Training. Donc c'est du travail où physiquement, le cardio, cardio et muscu, où on se donne à fond, on travaille avec poids du corps ou avec petit matériel. Et je crois que les gens ont aussi besoin, avec tout ce qui se passe, je pense, de se défouler. Et là, pendant une demi-heure, on voit des programmes où on se dit « Ah tiens, je vais bien donner, je vais y aller ». Mais le Pilates, tout à fait, revient également en force. Les sports de gym douce, on va dire aussi. De gym douce, pour d'autres raisons, se recentrer sur soi-même, peut-être entre guillemets, se calmer un petit peu avec tout ce qui se passe. C'est pas toujours facile, donc j'ai besoin de retrouver un moment avec moi-même, avec de la quiétude. Et à contrario, d'autres qui ont plutôt envie de s'extérioriser au niveau physique et sportif. Donc on trouve ces deux domaines-là. Oui. D'ailleurs, Romain, vous le disiez tout à l'heure, vous militez pour que l'on s'ouvre à d'autres sports. Pourquoi ? Parce que c'est déjà, on se rend compte qu'en fait, les Français, depuis quelques années, pratiquent en moyenne 2 sports. Donc on sent qu'il y a vraiment aussi une curiosité des Français. Il y a plein de sports qui deviennent tendance et tout. Et c'est vrai que on trouve ça dommage de se cantonner toujours au même sport. Et on peut très bien pratiquer un sport en club pendant 10 ans et puis aussi essayer une nouvelle discipline à côté. Et en plus de ça, il y a plein de sports qui sont hyper intéressants et qui méritent d'être mis en avant et de découvrir. Quelques exemples à nous donner ? Il y en a beaucoup. Alors, par exemple, on a des sports un peu insolites dans l'application. On a du Quidditch, par exemple, qui est un sport tiré de l'univers d'Harry Potter, qui a été appliqué dans la vie réelle. Donc voilà, nous on trouve ça vraiment intéressant pour l'utilisateur de leur proposer ça pour qu'ils puissent aussi tester de nouvelles activités, même si c'est juste temporaire, même si c'est juste de la découverte. En tout cas, le maître mot dans cette période, c'est de s'adapter. Thierry Marquet, vous avez lancé à l'Orange Bleu il y a près d'1 an le concept de coach wellness. En quoi ça consiste ?
Bien là, en fait, on fait un grand écart avec l'Orange Bleu Mon Coach Fitness, qui est un concept où les gens viennent pratiquer une activité, mais de manière plus autonome. Suite à une initiation, ils vont ensuite venir de manière autonome. L'Orange Bleu Mon Coach Wellness, en fait, là, on va apporter une offre très individualisée. Hein, on est entre le centre de fitness et la cure thérapeutique. L'adhérent va être pris en charge de manière individuelle. Il va passer dans une machine qu'on appelle une scan check, afin d'avoir une étude très précise des forces et des faiblesses. On travaille en partenariat avec des professionnels de santé qui vont valider les programmes. Donc, ce sont des ostéopathes qui sont dans nos structures, des diététiciens. Et là, en fait, on a une approche vraiment très individualisée avec une attente qui est complètement différente. Donc, la personne vient parce qu'elle a soit des petits soucis de dos, soit... Il ne s'agit plus que de perdre du poids ou de se remettre en forme, en fait. Alors, on va avoir justement une cible un peu plus âgée dans nos centres, et avec la volonté de se retrouver dans un lieu où on s'occupe de la personne. Donc pas un lieu plus impersonnel qu'on va retrouver dans nos centres de fitness plus traditionnels, où il y a beaucoup plus de monde en même temps. Et quel bilan vous tirez depuis 1 an? La demande est au rendez-vous? Ouais. On rencontre un véritable succès, la demande est complètement là. On a 2 cibles complètement différentes, donc qui fait que nous, d'un point de vue de prise de part de marché, il y a une vraie cohabitation entre l'Orange Bleu Mon Coach Fitness et l'Orange Bleu Mon Coach Wellness. Et donc, il y a une passerelle qui se fait de l'Orange Bleu Mon Coach Fitness vers l'Orange Bleu Mon Coach Wellness, et non pas l'inverse. Et quel est le profil des personnes qui demandent ce type de coaching personnalisé? Ce sont des jeunes? Non, c'est-à-dire que là, justement, d'une manière générale, on a une moyenne d'âge qui est au-dessus de 35 ans dans l'Orange Bleu Mon Coach Wellness, avec justement une demande plus adaptée, plus spécifique, moins généraliste. Anthony Ferret, je me posais la question, quand on est une personne, des seniors comme on les appelle aujourd'hui, quel sport sur mesure on peut envisager? Parce que j'ai du mal à les voir à se rendre à l'Orange Bleu, peut-être qu'ils ont peur aussi. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, par exemple, en tant que coach, par exemple? Ce que je vais dire, c'est un peu banal, mais on parlait de gym douce. On y est totalement sur du travail cardio, du travail sans impact. Il y a de la marche rapide, il y a du vélo, il y a tout ce qui est elliptique, il y a du rameur. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le travail cardio, quand l'objectif va être plus de perdre du poids, en rapport avec la diététique, bien évidemment. Et puis il y a tout ce qui est... J'ai beaucoup de demandes sur les seniors pour la souplesse, en fait. Plus de souplesse, retrouver plus de mobilité au niveau corporel. Donc c'est du renforcement musculaire naturel. Ça peut être avec poids du corps, avec petit matériel, en douceur. Alors on va écouter maintenant une de vos consoeurs. Pauline est coach et elle a décidé de faire évoluer son offre. Écoutez. Après confinement, j'ai toujours mon programme de sport en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a bien lancé, donc je continue à travailler avec ça. J'ai aussi ouvert du haut de gamme, donc ça s'appelle le Coaching Mind. C'est du coaching vraiment individualisé où on va venir travailler donc tout ce qui est sport, nutrition et surtout développement personnel, parce que c'est vrai que le développement personnel après le confinement, ça a été très important et ça joue aujourd'hui. Les gens se sont peut-être rendus compte qu'ils aimaient pas forcément leur travail, qu'ils avaient besoin de lâcher prise, d'avoir plus de temps pour eux, et c'est aujourd'hui ce que je fais, ce que je travaille avec les gens. On sent aujourd'hui que le coaching dépasse la stricte frontière du sport. Hein, Totalement. Totalement. On parle de distanciation sociale. Avec le coaching individuel, moi je propose le rapprochement social. On communique beaucoup, ça ne tient qu'à moi, mais c'est personnel, mais beaucoup par mail, on veut appeler quelqu'un au téléphone, il faut appuyer sur dièse ou étoile. Le rapport humain est en train, autre que dans le sport, on s'éloigne un petit peu, donc on revient, vous en parliez en début d'émission, à la base, on revient à la source, le rapport humain, le rapprochement humain. Et c'est ce que j'aime proposer dans mon activité. Et les gens apprécient, les gens aiment qu'on s'occupe d'eux. Et peut-être plus encore en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Vous êtes d'accord, Thierry Marker? Il y aura un avant et un après Covid dans la place du sport en fait, dans notre société et en fait, dans notre vie en général. Moi, je ne sais pas s'il y aura un avant, un après. Je pense que l'après va en effet booster le sport d'une manière générale. Mais la croyance de l'Orange Bleu, ça a toujours été de se servir du sport pour créer le lien social. Et donc, c'était vrai hier, ça l'est encore plus demain. Donc, ça ne va pas changer, mais ça va accélérer, à mon avis. Romain Boyon, vous partagez le même constat? Tout à fait, évidemment. Est-ce qu'on peut dire aussi, finalement, que l'avenir du sport va aussi se jouer à travers l'écran, malgré tout, parce qu'on voit que sur les réseaux sociaux, les cours en ligne cartonnent. Enfin, il y a aussi cette part-là qui reste indéniable. Mais tout à fait, indéniablement. Il faut trouver le juste équilibre. On en parlait avec Thierry avant l'émission, un juste équilibre entre
tous les services qui peuvent être offerts. Mais moi, j'aime bien aussi le travail en toute sécurité aussi. Donc oui, les écrans, oui, pour les personnes qui savent comment travailler, qui savent comment se placer. Je suis sur le terrain, j'ai beaucoup de retours et oui, mais en toute sécurité, c'est encore mieux. Thierry Marquer, comment vous vous projetez dans l'avenir, dans les 5 ans? Parce que ça fait plus de 20 ans que l'Orange Bleu assoit en tout cas une notoriété. Et ce Covid-là, il apparaît un peu soudain. Comment on se projette en tant que PDG d'un empire du fitness? On avait une projection qui était un peu plus... On avait une vision plus claire il y a quelques mois avec nos projets de développement. Quand je dis vision plus claire, c'est juste là d'un point de vue business où à un moment donné on a besoin de concours financiers pour pouvoir développer la marque. Et là, en l'occurrence, sur une pandémie mondiale comme celle qu'on vient de vivre, des questions se posent pour les financeurs. Donc ça, c'est je dirais la petite zone d'ombre. En ce qui concerne notre métier, aujourd'hui, on y voit dans toutes les choses négatives, il y a quelque chose de positif, on y voit un vrai booster de notre activité. En effet, le digital est rentré dans les foyers. Nous n'étions pas sur le digital, nous sommes sur le digital aujourd'hui. Je crois beaucoup aux passerelles entre les deux. Pour moi, l'un est complémentaire de l'autre. On pourra demain avoir certainement des adhérents l'Orange Bleu qui pratiqueront que chez eux. Et des adhérents l'Orange Bleu qui pratiqueront et chez eux et en club. Donc tout ça sert l'activité. Une dernière chose, Romain Boyon, quelle suite on peut imaginer pour l'application Practice rapidement? Déjà qu'on s'étende vraiment à toute la France. Après, nous, on espère aussi vivement que la situation sanitaire va aller en s'améliorant pour que les Français qui ont peut-être un peu retardé leur rentrée sportive puissent s'y mettre. Mais oui, après, nous, on s'adapte, comme tout le monde, je crois que c'est le maître mot, s'adapter et vivre le sport, c'est ça. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à notre dossier du jour. On va retourner à Saint-Malo, retrouver Evan enivré de saveurs sucrées, c'est ça? Et oui, vous parlez sport depuis tout à l'heure et moi je culpabilise parce qu'ici ça sent le citron, ça sent le gruyère, ça sent le beurre. D'ailleurs, Anne Fontaine, est-ce que tu connais la raison pour laquelle on appelle le sarrasin le blé noir? Ah non, vraiment aucune idée. Eh ben, moi non plus. Alors du coup, on va poser la question au pro, Alexandre. Je rappelle, tu es formateur à l'atelier de la crêpe de Saint-Malo. Pourquoi appelle-t-on le sarrasin le blé noir? Le blé noir, c'est déjà dû à sa couleur, puisque le sarrasin, c'est une graine qui est grise. Donc quand il est moulu, on obtient une farine qui est noire. Tout simplement. Noire, grise, tout simplement. Voilà. Et puis la galette en Bretagne, c'est un peu l'équivalent du pain. Mais le sarrasin n'est pas une céréale. Alors on l'appelle blé noir, mais en fait, le sarrasin n'est pas une céréale, c'est une plante. C'est une plante qui fait des petites fleurs blanches, mais qu'on a appelé communément blé noir, puisque on obtient une farine noire en fait. Et alors, est-ce que ça se travaille différemment le sarrasin que le froment? Alors le geste, il va rester le même. Quand vous regardez des crêpiers travailler, ils vont étaler la pâte de la même façon. Après, la pâte à crêpe est un peu plus fluide et la pâte à galette un peu plus épaisse, donc il faudra adapter son geste. Alors, à vos stagiaires qui sont là entre 2 et 6 semaines à Saint-Malo pour devenir crêpiers, vous leur transmettez le savoir-faire breton. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous leur apprenez à mettre du beurre salé dans toutes les crêpes? Alors le beurre salé, oui, il y en a beaucoup. Il y en a sur les galettes, sur les crêpes, mais c'est loin d'être la seule notion bretonne. À commencer par la farine, on sensibilise déjà à la farine de blé noir qui aujourd'hui est produite en Bretagne en partie. Il y a encore des meuniers en Bretagne. Il y a encore des meuniers bretons avec du sarrasin récolté en Bretagne. Il y a une indication géographique protégée. Et puis après, on sensibilise aussi à tout ce qui est produits locaux, circuits courts. On essaie d'utiliser des produits bretons dans un environnement assez proche. Et est-ce que vous leur apprenez à faire des associations, je pense notamment au sucré, genre pas mettre des agrumes avec de la crème de marron ou justement faire une poire de chocolat, ça s'associe mieux? Alors, on peut faire beaucoup de choses avec la crêpe. Donc forcément, on va apprendre les classiques, la sauce chocolat, le caramel au beurre salé, l'incontournable beurre sucre. Et puis après, on va leur proposer des garnitures un peu plus originales. La semaine dernière, il y avait une crêpe de saison qui était pamplemousse frais avec un caramel beurre salé au gingembre. Sympa. Qui là est un peu plus original pour une crêperie. Pendant qu'on parle, on va retourner voir ton stagiaire qu'on a vu tout à l'heure. Anatole. Anatole qui est très content que tout le monde ait pu voir ses crêpes. Elles sont beaucoup mieux que tout à l'heure. Ça progresse. Il est content. Alors, maintenant, merci beaucoup Alexandre. On va aller voir Paul, puisque toi aussi Paul, tu es stagiaire et tu es le seul breton de l'équipe. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de te former et devenir crêpier? Alors moi en fait je travaillais en finance à la base. C'est un métier qui était intéressant mais je préfère retourner à quelque chose de plus concret en fait.
Puis la crêpe, ça me parlait bien. Ma mère a toujours fait des crêpes. T'es Je suis originaire de Rennes, donc je baigne dans la galette saucisse depuis Galette saucisse, je t'aime. pas mal de temps. Et alors, c'est quoi ton projet après? Alors moi, mon projet, c'est d'ouvrir une crêperie guest house dans le Finistère Sud. Super. Donc, Et avec donc, ma copine, on a tous les deux démissionné, et puis on se reconvertit complètement. Donc moi, je me forme, elle est s'occupera de la salle, et puis à condition d'avoir ton examen à la fin. à condition d'avoir mon examen à la fin. Bon, C'est alors, pas encore gagué, je vais l'enlever d'ailleurs. parce J'arrête que de là- te déranger pour que tu l'aies. Merci beaucoup. Alors ici, il y a aussi un restaurant d'application où chacun peut venir, chacun et chacune d'entre nous peuvent venir pour déguster ces bonnes crêpes qui sont en train d'être préparées. Justement, je vous ai réservé une table pour le service qui arrive dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et comme tous les jours ici, on vous présente un métier et les formations pour y accéder. Vous voyez ce portrait de Jean-Louis, il est diagnostiqueur immobilier. Bonjour Marion. Vous allez bien? Bien et vous? Ouais, très bien, avec la vitre, c'est top. C'est ça. L'appartement. Ouais, de Victor Hugo. Ok, puis oui, je cherche. Merci. Jean-Louis Kersac, j'ai 54 ans et mon métier, c'est diagnostiqueur immobilier. J'avais un bon job, j'avais un bon salaire, un bon titre. J'étais dans une bonne boîte, tout allait très bien. Il y a un moment dans la vie d'un homme, on se dit qu'est-ce que je fais de mes 20 prochaines années, quoi. En discutant avec des gens qui sont dans l'immobilier à l'époque, me disaient mais tiens, diagnostic, c'est technique, ça demande de la rigueur, ça pourrait bien correspondre à ce que tu sais faire. Good. Comme il y a une mise en location de l'appartement, il y a des diagnostics obligatoires. Il faut faire entre autres tout ce qui est électricité, gaz, plomb, amiante, la surface. Au coffret tout neuf, l'appartement a été refait, donc il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Alors ça paraît pompeux un peu de dire ça, mais quelque part on sauve des gens. On peut retrouver des fois dans des coffrets électriques des fils qui ont chauffé, qui ont brûlé. Et bien peut-être que cette installation électrique, si on n'était pas venu la vérifier, ça aurait mis le feu dans la maison, dans l'immeuble ou autre. Et les matériaux, donc je vais identifier que le sol est en parquet, que les murs sont en plâtre peint, que la porte est en bois. Si on loupe un élément d'amiante, si on loupe du plomb, c'est des sujets qui, si on va en procédure, qui nous amènent directement au pénal, quoi. On peut faire entre 1 et 4 interventions par jour. Ce qui est quand même bien dense. Mais oui, on est souvent seul, ouais. Souvent on est seul. Même si on fait toujours les mêmes diag, on fait ça dans des biens toujours différents. On voit des biens exceptionnels. Moi, j'ai vu me retrouver une fois à boire le thé avec la famille, je faisais le diagnostic, mais ils ne voulaient pas que je parte sans que j'ai bu le thé avec la famille. Bon voilà, ça c'est des moments inoubliables. Voilà, c'était le portrait de Jean-Louis et Françoise Routier nous a rejoint. Bonjour Françoise, vous êtes conseillère Pôle emploi à Redon. Alors, diagnostiqueur immobilier, c'est un métier de l'ombre, hein. On n'y pense pas forcément quand on pense immobilier. Et d'ailleurs, ces missions sont multiples aux diagnostiqueurs. Oui, comme l'expliquait la personne professionnelle dans ce domaine, en plus, c'est un métier qui a beaucoup évolué, qui demande des certifications, qui est très, très riche. C'est vraiment un métier intéressant pour les gens qui sont intéressés dans le domaine du bâtiment. Et comment devient-on diagnostiqueur ? Alors, diagnostiqueur, pour certaines certifications, il faut au moins entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle dans les métiers de l'immobilier du bâtiment ou hygiène, sécurité, environnement. Mais si on doit avoir toutes les certifications, il faut impérativement un bac plus 2. Donc, il n'y a pas de diplôme très précis, hein, excusez-moi. Non, il n'y a pas ce sont les certifications. Ça va vraiment être l'expérience professionnelle que la personne aura pu avoir dans le bâtiment, dans le BTP, ou une formation en hygiène, sécurité, environnement, les professions immobilières. Mais après, il y a des formations particulières et c'est surtout les certifications qu'il va falloir obtenir pour pouvoir intervenir sur la détection de l'amiante, de mérules, de plomb, tous les diagnostics électriques, énergétiques également. Ça, ce sont des formations, des certifications indépendantes les unes des autres et qui englobent tout le reste du métier en fait. Un métier donc d'expertise. À quel salaire peut-on prétendre dans ce métier ?
Alors les salaires, ça commence au SMIC quand on vient d'être formé, surtout sur la région, mais après, ça peut évoluer très vite jusqu'à 25 000 euros net par an pour une personne expérimentée. Alors après, beaucoup décident d'être indépendants. Et là, ça va dépendre du type d'affaires. Et d'ailleurs, et juste pour une petite information, si des personnes sont déjà formées, ont déjà les qualifications, nous avons la semaine de l'emploi qui a démarré cette semaine pour la création d'entreprises. Et un dernier conseil pour ceux qui souhaitent postuler. Alors, pour ceux qui souhaitent postuler, nous avons un site qui est très bien fait, qui est la bonne boîte. Et nous avons sur le secteur de 20 km autour de Rennes, il y a déjà 6 entreprises qui sont susceptibles de recruter. D'accord. Donc vraiment sur l'application La Bonne Boîte, on trouve plein d'informations et puis des demandes sur l'ensemble de la Bretagne. Et comme vous le disiez, Pôle emploi organise cette semaine la semaine de l'emploi. Toutes les infos, j'imagine, sont à retrouver sur votre site internet. Tout à fait, pôle-emploi.fr/région/Bretagne. Et vous retrouvez toutes les informations. Merci beaucoup Françoise Routier d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces informations. Voilà, maintenant vous savez tout sur le métier de diagnostiqueur immobilier. Avant de poursuivre, vous voyez notre conseil du jour, il est signé Arthur Pertigoz. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Peut-on cumuler chômage et revenus d'auto-entrepreneur? La réponse est oui. Vous pouvez commencer une activité en tant qu'auto ou micro-entrepreneur et continuer à percevoir vos allocations. Elles sont maintenues en totalité jusqu'à ce que vous dégagiez un revenu. Ensuite, elles sont partielles, calculées en fonction de votre chiffre d'affaires. Pour cela, il faut le déclarer auprès de votre Pôle emploi lors de votre actualisation mensuelle. Le dispositif fonctionne tant que votre revenu d'auto-entrepreneur reste inférieur au salaire moyen que vous touchiez avant d'être au chômage. Et ce, jusqu'à l'épuisement de vos droits. Comme je l'ai fait, il vous permet de vous lancer plus sereinement dans votre nouvelle activité. Faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. On passe maintenant à notre rubrique solidarité. Dans ce contexte de Covid-19, le monde associatif fait face à 2 gros dilemmes. La crise sanitaire accentue les besoins et en même temps, la menace du virus freine parfois les bénévoles. René Mellou est avec nous. Bonjour René. Bonjour. Vous êtes le président de France Bénévolat en Ille-et-Vilaine. Alors l'équation, elle est difficile aujourd'hui pour le monde associatif. Quel est le constat en Ille-et-Vilaine ? En Ille-et-Vilaine, le constat est le même que sur tout le territoire. Et effectivement, les associations ont eu beaucoup de difficultés à poursuivre leurs activités. D'abord parce qu'elles étaient au contact avec le public et par définition, qui dit confinement, dit absence de contact tel qu'on le connaissait. Deuxièmement, la difficulté qu'elles ont rencontrée, c'est que certaines personnes ont été réticentes à continuer leur activité. Elles ont considéré qu'elles étaient à risque. Et puis, le côté positif, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est aussi un véritable sport dans le domaine associatif aujourd'hui. Et le côté positif, c'est qu'effectivement, on voit émerger des personnes qui ne faisaient pas de bénévolat et qui ont pris conscience ou dont la conscience est accentuée sur le besoin de donner, de partager. Il y a de nouveaux profils de bénévoles, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. On note, pour vous donner sur l'Ille-et-Vilaine, France Bénévolat donc, est une association nationale, mais l'association sur le 35, nous avons plus de demandes sur la même période, donc même on pourrait considérer mars jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire 1er janvier, on a entre 15 et 20% de plus de demandes qui viennent vers nous parce qu'ils cherchent à faire du bénévolat. Et quel est le profil de ces personnes ? Il y a tout profil. Il y a tout profil parce que, effectivement, quels que soient les âges, alors les jeunes sont toujours très très sensibles, mais ça c'est déjà quelque chose que l'on remarque dans l'évolution des curseurs au niveau du bénévolat. Mais ils ont compris aussi que le bénévolat aujourd'hui, le monde associatif avait la capacité à reconnaître et à valoriser l'expérience bénévole. Il y a une véritable prise de conscience. Et sur effectivement tous les âges, c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui considèrent qu'elles sont aujourd'hui à risque et d'autres qui se disent moi, j'ai le même âge que ma voisine qui dit qu'elle est à risque. Et moi, je considère que je ne suis pas plus à risque que quelqu'un d'autre. Et par contre, j'ai vraiment envie de m'engager, d'avoir un engagement citoyen. Et un mois après la rentrée, quels sont les besoins ? Dans quelles associations vous avez... Alors, ils sont de tous ordres. Alors, le plus bel exemple, c'est ce qui va se passer jeudi, puisque nous organisons le Forum du bénévolat, qui a été maintenu. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'autorisation, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, on en a parlé sur le monde sportif, dans les protocoles Covid,
Quand vous passez en niveau 2 et en niveau 3, l'un des éléments sur lesquels on met l'accent, on veut mettre l'accent, c'est effectivement la solidarité. Puisqu'on sait qu'effectivement, il y a du public qui va être encore plus décalé qu'il était peut-être avant. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir encore trouver des bénévoles. Donc là, on va avoir, il va y avoir 85, puisqu'il y a quelques-unes qui ont décidé de ne pas confirmer, mais il va y avoir 85 associations à Martenot, le premier. Donc, ça veut dire déjà on peut pas aller plus loin, puisqu'il y a la capacité Covid maximum oblige, de la salle. Voilà, l'emplacement au sol, comme on dit. Et pour ceux qui ne pourront pas se rendre au Halles Martenot, quelles associations aujourd'hui cherchent des bénévoles activement? Dans tous les domaines. Pourquoi dans tous les domaines? C'est parce que les associations, elles ont besoin de 3 profils complètement différents. Elles ont besoin de bénévoles de terrain, tels qu'on les connaît, pour au secours aller populaire, avec le public. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle les fonctions support. Une association, elle a besoin d'avoir du monde de l'administratif, la compta, et aussi pour libérer un petit peu les responsables associatifs qui, eux, retravaillent et continuent à travailler sur des projets pour l'avenir. Et enfin, ils ont aussi des besoins, cette fois-ci, en termes de renforcement de leur conseil d'administration, puisqu'on a une population qui est un petit peu âgée dans certaines associations où on a un vrai problème de renouvellement. Donc, il y a vraiment tous ces éléments-là. Alors, comment effectivement, qu'on puisse mettre l'offre et la demande, si j'ose dire, dans le monde du bénévolat en face à face, c'est l'objet à la fois de notre forum et puis d'une structure comme France Bénévolat, puisque nous, on récupère toutes les informations auprès des associations, leurs activités, pourquoi elles ont besoin, et on met à la disposition du public, soit dans des permanences qu'on a ici, ou sur notre site internet, francebénévolat.org, où là, le candidat au bénévolat, j'ai envie de faire de l'animation, du culturel, m'occuper de jeunes, de personnes âgées, d'accompagnement, visite à domicile, etc. Ou quelle ville et la personne va avoir effectivement. Et un dernier mot, que dites-vous à nos téléspectateurs qui hésitent à se lancer par crainte du virus? Écoutez, soyons logiques. J'allais presque dire ça, parce que c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux mesures. Moi, je ne conteste pas les mesures qui sont prises, mais quand on voit la réticence de certaines personnes et que vous êtes avec elles pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous comprenez que la réticence ne repose pas en fait sur une logique de dire je me protège totalement. C'est-à-dire que là, je me protège, je ne vais pas faire de bénévolat, et 3 minutes après, vous vous apercevez que ce qu'elle est en train de faire, en fait, c'est le meilleur moyen en fait, d'attraper le virus, il est là. Voilà. Le monde est plein de paradoxes. Merci beaucoup René Melou d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre forum se tiendra le jeudi 1er octobre de 10h à 18h. Au Halles Martenot à Rennes. Avant de retrouver Evan, parfois être solidaire, c'est aussi simple que ça, pouvoir donner à son prochain. Depuis quelques années, il est possible de céder un jour de congé solidaire. Un collègue qui traverse des difficultés personnelles, regardez. Comment Julie va faire pour s'occuper de son fils accidenté? Et si on lui donnait des jours de congé? Le don de jours de congé ou de RTT permet de renoncer à une partie de ses jours de repos pour en faire profiter un collègue, qui peut ainsi s'occuper d'un enfant ou d'un proche gravement malade sans perte de salaire. C'est possible aussi bien pour les salariés du secteur privé que pour les agents publics, militaires compris. Il vous faudra un certificat médical fourni par le collègue et l'accord de l'employeur. S'il accepte, définissez par écrit les termes de votre don, type de congé, nombre de jours. Attention, vous devez vous garder minimum 24 jours de congé annuel pour vous. Géraldine a donné avec d'autres employés 2 jours de RTT à une collègue dont le fils était gravement malade. Nous avons fait ce geste pour elle et aussi pour dire que nous ne sommes pas que des collègues, mais des êtres humains. Nous ne sommes pas à l'abri qu'un jour, nous aussi, on puisse avoir besoin de cette aide entre collègues. Je suis très fière de l'avoir fait et je recommande à toutes et à toutes de pouvoir le faire si c'est possible. Donner des jours de congé à un collègue, une bonne action à la portée de tous les salariés. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Saint-Malo. Saint-Malo où Evan est enfin au fourneau. On s'impatientait quand même, hein. Et c'est parti. Oui, alors c'est parti, parce que c'est quand même un métier de faire une crêpe ronde. Je me débrouille bien, Alexandre? Pas trop. C'est un bon début. C'est un peu la cata. Alors, c'est quoi la panoplie du stagiaire parfait? Alors, ça, la déjà panoplie, c'est déjà cet outil qui s'appelle un roselle. Après, il y a l'indispensable bilig. Et puis, dans la panoplie, je mettrai aussi ce qu'ont tous nos stagiaires ici, c'est une envie, une motivation pour apprendre. On a ici des gens qui sont en reconversion.
Et c'est indispensable d'avoir envie d'apprendre. Et ça, tous nos stagiaires l'ont. Et ça fait partie de la panoplie. Puis après, forcément, il y a la tenue de cuisine avec le tablier, la veste, les chaussures. Bon, elle est quand même moins bien que celle d'Anatole, hein, dont je me moque depuis tout à l'heure, gentiment évidemment. T'as un beau tablier. J'ai un beau tablier. Alors comment est-ce que ça se passe pour faire une formation? Est-ce qu'on peut la faire financer par Pôle emploi par exemple? Alors les formations, on a une formation en 2 semaines, une formation en 6 semaines. La formation en 6 semaines, c'est un certificat de qualification professionnelle, donc c'est une formation qualifiante. Et à ce titre, elle est finançable par Pôle emploi ou par le compte CPF pour les personnes qui ont accumulé un montant dessus. Et on apprend plein de choses aussi bien sur la gestion du restaurant, l'administratif, l'hygiène, la sécurité, pas que savoir faire une jambon fromage. Alors, la jambon fromage fait partie du programme. Oui, heureusement. Et puis après, il y a en fait l'ensemble des tâches qui sont à faire dans une crêperie. Donc il y a la cuisine avec les galettes, les crêpes, les garnitures. Il y a aussi le côté salle avec le service. Et il y a le côté hygiène, le côté économique. Enfin, le but, c'est d'avoir toutes les capacités pour travailler en crêperie. D'ailleurs, le côté salle, ma crêpe, on ne pourra pas la servir elle va être bien cuite. En salle, mais ici, à l'atelier de la crêpe, sur le quai du port de commerce de Saint-Malo, vous avez un très beau restaurant d'application, comme on peut voir juste ici. Je vous invite à visiter ce beau restaurant. Est-ce que tu peux nous le présenter, Alexandre? Donc, comme tu viens de le dire, c'est un restaurant d'application qui est ouvert du lundi au vendredi midi, de 12h à 13h30. Et donc le principe, c'est que nos stagiaires sont en situation le midi. Donc c'est sympathique pour tant les clients qui voient les stagiaires en train de cuisiner et puis les stagiaires qui ont le retour des clients en direct. Ouais, c'est vraiment ça l'expérience, voilà. Ça coûte une douzaine d'euros. On a une formule à 12,80 € avec 3 galettes, 3 crêpes et une boisson au choix, plus chaque semaine des galettes et des crêpes avec des produits de saison. Bon, moi je réserve ma place. Merci Très bien. beaucoup Alexandre. À tout à l'heure. Merci. Bertrand Larcher, vous êtes on va se mettre là. Vous êtes le fondateur de cet atelier de la crêpe. Oui. Brièvement, ça vous fait quoi de voir ces étudiants devenir de futurs crêpiers? Alors moi je suis très content parce que depuis l'âge de 16 ans j'ai commencé ce métier. J'ai aujourd'hui 54 ans, donc j'ai bien sûr suivi un parcours classique, école hôtelière à Dinard. J'ai travaillé beaucoup dans la restauration de luxe, voilà, et aujourd'hui donc je maîtrise ce métier depuis 25 ans. Donc j'ai vraiment envie de le partager. Moi je suis tout simplement un passeur de culture de la galette bretonne. Et de savoir-faire. C'est très important. Vous le faites très très bien en tout cas. Merci pour votre accueil. Et puis d'avoir parlé de crêpes et de beurre toute la matinée. Moi j'ai un peu des scrupules. Je vais prendre 10 kilos à ce rythme-là. Donc demain, Anne Fontet, je te propose de parler de vélo. C'est ça le programme, hein? Oui, c'est ça. Demain, on parle du boom du vélo, autre tendance qui explose depuis le déconfinement. Par contre, le métier de crêpier, on oublie pour toi, je crois. Oui, en plus j'ai laissé cramer la crêpe, donc là c'est la cata. Allez, on se dit à demain, Evan. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été avec nous. On prenait soin de vous, à tous les spectateurs qui nous regardent, et vive le sport, comme on le dit. Et puis demain, on parlera du vélo, comme je le disais tout à l'heure. Très belle journée sur France 3 Bretagne.